Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. L'actualité, c'est l'écotaxe remplacée par un péage de transit. Est-ce que l'État recule ? Oui, et c'est dommage. Pourquoi ? Vous savez, la fiscalité environnementale, tout le monde est pour depuis 15 ans, dans toutes les élections. Vous la trouvez dans tous les programmes politiques. Il faut dire que ça sonne bien à l'oreille et ça semble assez raisonnable. Faire payer plus la pollution pour essayer de faire payer moins le travail, grosso modo. Essayer de faire porter l'effort fiscal sur ce qu'on voudrait justement réduire, la pollution. Et puis après, quand il s'agit de la mettre en œuvre, et ben à chaque fois, c'est pareil. Ça c'est mis en œuvre à minima ou ça recule. Et je dis ça d'ailleurs, c'est une critique qu'on pourrait adresser également à la droite et la gauche probablement sur les 15 dernières années, à l'exception justement de quelques avancées du Grenelle de l'environnement. L'écotaxe, c'était ce projet du Grenelle de l'environnement, l'éco-redevance poids lourd, voté à la quasi-unanimité de l'Assemblée nationale, autour de l'idée qu'il y a beaucoup de camions sur nos routes, on préférait que les marchandises passent par voie ferrée ou par voie fluviale, eh bien, taxons les camions pour pouvoir financer des investissements dans le ferré et le fluvial. Mais est-ce que vous, si vous aviez été là au gouvernement, face à la colère dans la rue, à ces bonnets rouges qui s'en sont pris à des portiques, qui ont bloqué certaines routes, vous n'auriez pas vous aussi reculé ? Mais moi j'ai travaillé comme ministre à la mise en place de l'écotaxe. Oui, mais vous ne l'avez pas vécu et chacun défend toujours son bout de gras dès qu'il faut payer, on est contre. Alors, Noé da Silva, c'est pas vrai. Il y avait eu déjà des protestations des Bretons. Et d'ailleurs, il y avait eu déjà des négociations avec les Bretons au moment de la mise en place de l'écotaxe, enfin au moment de la mise en place du schéma de l'écotaxe. Et l'automne dernier, quand il y a eu ces grèves, ces protestations et ces manifestations des Bretons, vous avez eu à droite comme à gauche des gens pour dire qu'il fallait reculer, et moi j'ai été le seul qui disait qu'il fallait absolument tenir le coup, en dépit à l'époque de tous les soupçons que la gauche essayait de faire peser sur le montage de l'écotaxe. Soupçons avec qui la société Ecomove. Vous étiez ministre de l'écologie. Soupçons qui depuis ont été levés. Il y a eu une commission d'enquête multipartisane. La commission d'enquête a conclu, je vous le rappelle quand même, parce qu'on a dit tellement de mal de cette taxe, la commission d'enquête a conclu que ce contrat avait été passé de manière totalement régulière et que ce contrat était pertinent puisque tous les pays qui ont mis en place des taxes de ce genre ont eu recours à ce type de montage. Cette taxe, écoutez, mettre une taxe, c'est jamais par plaisir, mais quand il faut financer, il faut trouver de l'argent. Il faut trouver de l'argent. Mais on parle de la France qui n'est pas compétitive. Les routiers disent on ne peut plus être compétitif avec toutes ces taxes. Et après, je laisse la parole à Pierre Chausse. Partons de l'existant. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Non, aujourd'hui, vous avez une agence qui s'appelle l'AFITF, l'Agence de financement des infrastructures. C'est sur cette agence qu'on compte pour financer le ferroviaire, le fluvial, un certain nombre de travaux de réhabilitation sur les routes dont on a besoin pour des problèmes de sécurité. Et cette agence devait être abondée par l'écotaxe. Si on supprime l'écotaxe ou si on la diminue de moitié, comme le fait le gouvernement, tous les projets qui étaient portés par cette agence. Et je demande à nos auditeurs d'y penser. Chacun en a entendu parler, peut-être sans le savoir, près de chez soi, de tel ou tel prolongement de ligne, tel ou tel travaux de réfection qui devaient être faits. Tous ces projets-là ne pourront pas être financés à partir du moment où il y a des choses à payer, il y a des choses à financer pour développer les alternatives à la route. Soit vous les payez par l'écotaxe, ce sont les camions qui payent, soit vous les payez par les taxes tout court, c'est-à-dire c'est le contribuable, c'est les impôts, c'est tout le monde qui paye, soit vous les payez pas et à ce moment-là vous avez des problèmes y compris de sécurité. Pierre Chausse. Toujours sur Ecomove, l'État pourrait entrer dans le capital de la société pour éviter les abus, disent-ils. C'est une façon de rectifier la copie, votre copie de l'époque ? Vous savez, quand le gouvernement, par manque de courage, devant la colère des Bretons, a voulu reculer sur l'écotaxe, ils ont essayé de faire peser le soupçon sur la manière dont le contrat avait été passé. Il y a tout eu. Il y a eu une mission d'information à l'Assemblée nationale, il y a eu une commission d'enquête au Sénat qui a auditionné pendant des mois. Les conclusions de la commission d'enquête, dont je rappelle que c'est une commission d'enquête par nature transpartisane, vous avez les sénateurs de droite, de gauche qui ont fait un travail très poussé, les conclusions ont été d'abord que le contrat avait été passé de manière complètement régulière et ensuite qu'il n'y avait pas de moyen de faire autrement. Alors vous nous dites l'État voudrait rentrer au capital pour vérifier quoi ?
le sujet de Pour fond, vous, ça ne sert à rien. non, le sujet de fond qui est posé aujourd'hui, c'est combien de kilomètres de route vous taxez. Combien de kilomètres de route vous taxez pour pouvoir lever quel argent, pour pouvoir financer quelle infrastructure. Elle a tout faux, Ségolène Royal, pour Quand vous on nous dit on va passer de 15 000 kilomètres à 4 000 kilomètres, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'infrastructures, de tramways, de transports alternatifs à la route qui seront financés. Encore une fois, tout le monde proteste. Quand on est sur une autoroute et qu'il y a des rangées de camions, tout le monde proteste. Tout le monde dit qu'il faudrait la fiscalité environnementale. Mais oui, mais quand faudrait mettre les camions sur les tout voitures. le monde proteste également. Faudrait mettre les Nathalie camions sur les Koskomova. trains. Mais il faudrait mettre les camions sur les trains. Ça se fait pas comme ça coûte beaucoup d'argent. Donc voilà, à un moment, il faut le faire. Dans le Grenelle de l'environnement, on le faisait. C'était décidé à la quasi-unanimité. Et là, il y a un manque de courage. Et pardon, j'insiste, il y a un manque de courage de tous les côtés. Parce que moi, j'avais pas apprécié à l'automne quand un certain nombre de mon camp, de ceux qui, comme moi, avaient voté l'écotaxe et porté l'écotaxe, ont commencé à dire il faut reculer. Écoutez, c'est un projet collectif, droite et gauche confondus. Pour une fois, tout le monde était d'accord sur la fiscalité environnementale. Et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Tout le monde est d'accord pendant les élections sur la fiscalité environnementale. Et puis quand il s'agit de le mettre en œuvre, les gouvernements reculent. Il faut en finir avec ça. Moi, je pense que c'est comme ça aussi que les gouvernants perdent de la crédibilité vis-à-vis des citoyens. Tiens, parlons de crédibilité et de l'UMP et de l'argent. Christian Jacob qui a prêté 3 millions d'euros à votre parti avec l'argent donc du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Vous êtes députée, Nathalie Koskomova. Est-ce que vous étiez au courant? Quelle est votre réaction ce matin? Non, j'étais pas au courant. Et je trouve que ça pose 3 problèmes. D'abord, ça pose un problème de principe. Parce que je crois pas que ce soit le rôle du groupe de prêter de l'argent au parti. Si le parti a besoin d'argent, et il en a besoin, il emprunte auprès des banques. Donc je ne crois pas que ce soit le rôle du groupe de prêter de l'argent au parti. Deuxième problème que ça pose, c'est que l'argent du groupe, il sert à financer un certain nombre de services pour les députés pour qu'ils puissent accomplir leur mandat. Donc ça veut dire qu'il y a des services, des collaborateurs, un accompagnement aux députés qui n'a pas été fait, sauf à penser que le groupe avait une trésorerie considérable et que donc il pouvait à la fois assurer les services aux députés et faire ce genre de financement, servir de banque en quelque sorte, mais c'est quand même pas son objet. Puis la troisième chose, qui est peut-être la plus importante, c'est la réponse à votre question tout à l'heure. Non, j'ai pas été informée, comme je crois aucun des députés. C'est quelque chose qui aurait mérité d'être discuté. C'est quelque chose qui aurait mérité qu'on en parle. Peut-être qu'il y a de bonnes raisons qui font que le parti pouvait pas faire autrement. Peut-être que les députés auraient été d'accord in fine. Christian Jacob doit partir, c'est le patron du groupe. Mais il fallait au moins en parler. Écoutez, je crois que il faut, mais il l'a bien compris, et ce sera fait demain, puisque demain il y a une réunion de groupe. Il faut qu'il explique en tout cas pourquoi il a fait ce choix, à la fois ce choix sur le fond et ce choix de ne pas en parler avec les députés. Il y a une réunion de groupe toutes les semaines, les occasions d'en parler ne manquaient pas. Lorsque vous étiez porte-parole de Nicolas Sarkozy pendant la campagne électorale, on voit aujourd'hui avec l'affaire Big Malion, vous, à aucun moment, vous vous êtes interrogé sur le nombre de meetings, les factures, et encore ce matin dans Libération, on voit le coût réel et le coût facturé. Non, je vais vous dire, il y a deux questions en fait. Est-ce qu'il y a eu trop de meetings et est-ce que les meetings coûtaient trop cher ? C'est deux questions différentes. Est-ce qu'il y a eu trop de meetings ? Moi, j'ai l'impression qu'en fin de campagne, tous les soirs, il y avait un meeting de Nicolas Sarkozy et un meeting de François Hollande. Et d'ailleurs, dans les journaux le matin, souvent, il y avait le match des meetings, vous savez. Exactement. Donc, je ne dois pas me tromper en disant qu'il y a eu sensiblement le même nombre de meetings. Est-ce que les meetings coûtaient trop cher ? Alors moi, je suis assez effarée par les prix que je vois sortir dans la presse. Mais vous étiez porte-parole de Nicolas Sarkozy. À aucun moment, vous n'avez vu passer des choses qui indiquaient qu'on dépassait les comptes de campagne. Je ne me suis jamais occupée des finances, mais je suis, comme politique qui a eu l'occasion d'organiser des meetings, par exemple dans la campagne de Paris, effaré par les prix que je vois sortir dans la presse pour certains meetings. Moi, j'ai dû, dans la campagne de Paris, me préoccuper donc de location de salles, d'organisation de meetings. Les prix, c'est pas ça, si vous voulez. Vous savez, les choses ont un prix. Un meeting, c'est quoi ? C'est la location de salles, c'est le système audio et vidéo, éventuellement un peu de scénographie. C'est pas extensible à l'infini. Hein. Une question avant la pause. Est-ce que, toujours sur cette affaire Big Malion, est-ce que Nicolas Sarkozy doit s'expliquer ? Nicolas Sarkozy, et manifestement c'est un secret pour personne, c'est dans toute la presse en phase de réflexion en fait sur ce qu'il veut faire, sur ce qu'il a envie de faire. Et naturellement, cette question lui sera pas épargnée, en particulier s'il choisit de revenir. C'est une évidence. Je veux dire, tout le monde le sait bien, tout le monde le voit bien. Il y aura pas d'impasse. Et s'il revient, il doit s'expliquer là-dessus. Mais il y aura pas d'impasse, c'est évident. Enfin, je veux dire,
Vous auriez Nicolas Sarkozy en face de vous au micro. C'est pas la première question que vous lui poseriez ? Sans doute. Oui, bah alors, il le sait aussi. Vous vouliez changer le nom de l'UMP. Est-ce oui. que ça changera les pratiques ? Mais attendez, il faut changer les pratiques et le nom. Mais je voudrais dire quelque chose là-dessus. Le nom, les mots ont un sens en politique. Moi, je fais partie des militants, mais je viens du parti gaulliste. Et je fais partie des militants qui ont une nostalgie de ce côté très, très familial, très affectif qu'il y avait dans la famille gaulliste. Vous avez encore aujourd'hui des militants qui ont leurs anciennes cartes des RPR avec le bonnet phrygien, avec la croix Lorraine. Il y avait beaucoup d'affect autour de ça. Donc retour du RPR. C'est quelque chose. Je vous dis pas retour du RPR, je vous dis que pour moi, une famille politique, il y a le mot famille. Et j'observe que à l'UMP, il y a pas cet affect. J'ai proposé, je propose une véritable refondation de l'UMP. C'est-à-dire que je pense qu'il faut élargir la base. Je pense que changer le nom, c'est pas de la cosmétique, c'est retrouver les mots pour le dire. Mais c'est quoi votre nom ? C'est aller au-delà du symbole. Avant. Mais c'est quelque chose qui devrait être partagé. Mais par exemple, vous avez une idée ? Mais moi, venant de la famille gaulliste, par exemple, je suis attachée au mot rassemblement, à tout ce qui parle d'un élargissement. Pour moi, un parti politique, c'est ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare. C'est un peu ce que je déplore en ce moment à l'UMP, en plus des affaires. Du reste, c'est cette idée, chacun est en train d'essayer de se différencier, de dire en quoi il est différent des autres, en quoi il serait forcément mieux que les autres. Mais un parti, on n'est pas là pour mettre d'abord en exergue ce qui nous différencie. On est là pour parler de ce qui nous rassemble. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Mais c'est parce que je suis issue de la famille gaulliste. Mais beaucoup de nos militants sont issus de la famille gaulliste. Nathalie Kosciusko-Morizet, parlons de Paris. Vous allez déposer un vœu au prochain Conseil de Paris pour demander la remunicipalisation des fourrières. Pourquoi ? Aujourd'hui, c'est assuré par des privés et ça conduit, je crois, à des abus et à des dysfonctionnements. Et tout le monde en est témoin. D'abord, comme c'est assuré par un privé, évidemment, il essaye de faire en sorte que la rentabilité soit maximale. Les chauffeurs ont des primes au rendement et donc ils ont tendance à concentrer tous les enlèvements autour des fourrières. Mais l'objectif de l'enlèvement, c'est de supprimer le stationnement gênant, de limiter le stationnement gênant en tout cas. Donc ça peut exister partout dans Paris. Il y a un biais en fait à tout concentrer autour de la fourrière. L'accent est mis sur la rentabilité plutôt que sur l'efficacité et sur la lutte contre le stationnement vraiment gênant. Il y a du stationnement vraiment gênant. Il y a du stationnement, d'abord, il y a du stationnement scandaleux sur les places de personnes handicapées. Il y a du stationnement qui peut être très dangereux à des endroits qui sont interdits en proximité de carrefour. On en connaît tous du stationnement gênant. Ça devrait être ça la priorité et pas la rentabilité en mettant l'accent sur le pourtour de la frontière. Et donc avec mes collègues du groupe UMP au Conseil de Paris, on propose la remunicipalisation du service. Ça a un coût ? Pour revenir à des choses plus raisonnables. 200 chauffeurs, on peut le faire par redéploiement et in fine, ça peut même coûter, moi je crois, moins cher. Alors système privé. La mairie de Paris, la maire de Paris aujourd'hui, Anne Hidalgo, réunit à l'hôtel de ville plus de 200 professionnels du logement pour signer un pacte de logement qui devrait permettre d'atteindre l'objectif de 10 000 nouveaux logements et puis de débloquer là où ça coince pour la construction actuellement. Vous dénoncez beaucoup les effets de communication d'Anne Hidalgo. Est-ce que là on n'est pas dans du concret, faire bouger des leviers pour justement passer à la construction ? Vous savez, 10 000 nouveaux logements par an, moi je suis pour. C'est d'ailleurs un des chiffres que vous trouviez de la même manière dans le programme de Madame Hidalgo et dans le mien. On a besoin de logements à Paris, avec des nuances fortes sur la manière de faire. Moi, par exemple, j'insiste beaucoup sur le logement intermédiaire, le logement pour les classes moyennes, pour que ceux qui travaillent à Paris puissent continuer à vivre à Paris. Elle vous répond que les classes moyennes sont éligibles aux logements sociaux qu'elle construit. Oui, mais c'est pas elles qui elles sont éligibles sur le principe. Mais vous soutenez aujourd'hui ça... Non, mais attendez, comme vous le signaliez tout à l'heure, le problème c'est pas l'objectif, c'est la crédibilité. Jusqu'en 2001, vous aviez un rythme moyen de construction annuel de 6 000 logements par an. Depuis 2001, et je vous rappelle que Madame Hidalgo a été première adjointe, puis adjointe à l'urbanisme, ce qui n'est pas sans lien avec le logement quand même. Depuis 2001, le rythme, c'est 3 000 par an. On est passé de 6 000 par an à 3 000 par an. Et maintenant, Madame Hidalgo nous dit, je vais tout changer. Ce que j'ai pas réussi à faire comme première adjointe à l'urbanisme, je vous propose de le faire comme maire. Après avoir divisé par 2 le rythme, je vous propose de le multiplier par 3.
On aimerait le croire, mais vous comprenez bien que c'est pas très crédible. Elle a obtenu une victoire dans le 16e arrondissement où c'était bloqué la construction de logements sociaux, notamment par le maire du 16e qui avait financé des associations contre les logements sociaux. Il y a eu des débats sans fin là-dessus. Moi, je voudrais aussi... C'est une bonne chose. Ce matin, vous dites que c'est bien. Moi, je voudrais aussi là-dessus que la municipalité actuelle sorte un peu de l'idéologie et d'une forme de, comment dire, recherche de quelque chose d'un peu agressif dans la recherche de l'opposition systématique entre les uns et les autres. Je vous donne un exemple très concret. Très court. Oui, au dernier Conseil de Paris, il y a eu des débats sur ce sujet, il y a eu des mots un peu durs qui ont été échangés. Et puis le lendemain, l'adjoint au logement de la maire de Paris, Yann Brossat, qui est communiste, il était dans le 15e arrondissement chez Philippe Goujon, député maire du 15e arrondissement, avec Jean-François Lamour, pour inaugurer des logements sociaux qui avaient été votés par le maire Philippe Goujon de droite, donc, et toute l'équipe du 15e. Donc l'adjoint communiste était dans le 15e pour inaugurer ces logements votés par la droite. Donc il faut arrêter d'essayer d'opposer systématiquement les un dernier mot pour parler football. Les Bleus ont brillé au Brésil vendredi soir. La mairie installera des écrans à l'hôtel de ville. Si la France se qualifie, c'est bien parti pour les huitièmes de finale. Moi, j'ai milité pour qu'ils installent des écrans depuis le début. Je dois dire avec un soutien très large au Conseil de Paris, y compris de gens qui n'ont pas voté parce qu'ils étaient dans la majorité socialiste, mais qui nous disaient à la buvette, bah oui, c'est vrai que ce serait bien. Écoutez, il n'y a pas un problème de sécurité. C'est mieux que rien. Et pourquoi il y aurait moins de problèmes de sécurité dans les huitièmes de finale qu'avant? Si c'est le problème de sécurité, il ne faut pas le faire du tout. Mais on ne peut pas non plus renoncer à toutes les fêtes parce que la mairie de Paris et pas avec la préfecture de police n'arrive pas à maintenir la sécurité. Enfin, écoutez, c'est un problème. Et encore une fois, s'il y a un problème de sécurité, à ce moment-là, il y a aussi un problème de sécurité pour les week-ends. Les bars sont très contents qu'il n'y ait pas d'écran dans Paris. C'est pas la même chose, un grand écran. Moi, ce que je trouve, c'est bon pour l'économie. C'est un moment de communion. Important, intense, on le sent bien, il y a une effervescence en ce moment. Si on avait pu voir France-Suisse sur un grand écran, je suis sûre qu'il y aura eu des grands moments de bonheur. Et j'ajoute que je trouve que cette mairie est un peu en retrait sur les questions de sport, sur les questions de sport populaire, de grandes fêtes sportives. J'ai été de ceux qui ont été assez critiques quand Madame Hidalgo, depuis New York, ce qui était une mauvaise idée depuis New York en plus, parce que Chicago pourrait être candidat aux JO, depuis New York a annoncé qu'elle souhaitait pas être candidat aux Jeux Olympiques. Je trouve pas que ce Paris soit veut pas y aller tout seul. Quelque chose qu'on remballe comme ça. On en reparlera d'ici. Paris peut pas dire non tout seul non plus. Paris peut pas dire non tout seul non plus, parce que c'est pas la seule responsabilité de Paris non plus d'ailleurs. Et puis le dire depuis New York, alors que Chicago pourrait être candidat, franchement c'est pas mal. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'être venue. On se retrouve donc par vie de l'Hôtel de Ville pour suivre les huitièmes de finale avec l'équipe de France de football. Bonne journée. Merci à vous.